Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire la preuve de l'équivalence entre les quatre définitions qu'on a données pour la deux connexité dans la vidéo précédente. Donc cette vidéo elle est uniquement sur cette preuve-là. Éventuellement pour ceux et celles qui sont allergiques aux preuves dans les graphes, eh bien ils peuvent aller directement dans la vidéo numéro 3, mais entre nous ce serait dommage. Alors, je vous rappelle qu'on a établi quatre définitions alternatives pour la deux connexité. On avait d'abord donné la définition numéro 1, donc qu'on prendra dans la suite. Et là, l'objectif, ça va être de montrer que ces quatre définitions ici sont bien équivalentes. Je vous rappelle aussi qu'on se situe toujours dans le cadre d'un graphe G non orienté et connexe. Ok, donc maintenant, il s'agit de montrer que tout ça est équivalent. Alors, on va d'abord s'intéresser aux deux premières définitions, aux définitions 1 et 2. Alors, nous allons donc montrer que 1 est équivalent à 2, et en fait, plus précisément, on va faire quelque chose de plus simple, on va montrer que non 1 est équivalent à non 2. Alors, qu'est-ce que c'est que non 1? La négation de la définition numéro 1. La définition numéro 1, elle dit « pour tout triplet x, y, z, il existe, etc. » Alors, la négation de ça, ça va être la chose suivante, ça veut dire il existe un triplet x, y, z tel que il n'existe pas un chemin reliant x à y qui ne passe pas par z. Et donc ça, une autre manière de le formuler, c'est que il existe un triplet x, y, z tel que tout chemin reliant x à y passe par z. Bien, ça c'est la négation de la définition numéro 1. Et en fait, quand on écrit la négation de la définition numéro 2, c'est que G contient au moins un point d'articulation. Et en fait, ça signifie, vu la définition des points d'articulation que je rappelle ici, eh bien ça signifie qu'il existe P, U, V distincts, tel que tout chemin qui relie U à V passe par P. Et là, on s'aperçoit que, écrit comme ceci, on a bien une équivalence directe entre la négation de la définition numéro 1 et la négation de la définition numéro 2. C'est donc un premier point. Ensuite, on va s'intéresser aux définitions 2 et 4. On va montrer que 4 implique 2, ou plus précisément, on va montrer que non 2 implique non 4. Non 2, c'est que le graphe a un point d'articulation. Très bien. Alors, on va prendre P, un point d'articulation. Si P est un point d'articulation, alors c'est qu'il existe x, y appartient à grand S, tel que tout chemin qui relie x à y passe par P. C'est ça la définition du point d'articulation. Très bien. Mais alors maintenant, moi, ce qu'il faut que je montre, c'est que ce truc-là, la définition 4, n'est pas vrai. Donc il faut que je me donne un triplet pour lequel c'est pas vrai. Le triplet que je vais prendre, eh bien, ça va être tout simplement P, X et Y. Et la question que je vais me poser, c'est est-ce qu'il existe un chemin simple de P à X qui passe par Y? Et là, la réponse est non. Pourquoi? Parce que imaginez que de P à X, je puisse passer par Y. D'accord? J'ai un problème parce que je sais que tout chemin qui va de X à Y doit passer par P. Donc il faut que j'ai P ici. Et si jamais j'ai P qui apparaît ici, ça n'est plus un chemin simple. D'accord? Donc là, je viens de montrer un triplet PXY qui ne vérifie pas la définition 4. Et donc j'ai bien montré que si je n'ai pas 2, je n'ai pas 4. Très bien. Et maintenant, on va s'attaquer aux définitions 3 et 4. Et je vais montrer que la définition 3 implique la définition 4. Donc, la définition 3, je vais supposer que pour toute paire de sommets, il existe au moins deux chemins simples d'intérieur disjoint qui les relient. Et maintenant, je vais montrer que la définition 4 est vraie, c'est-à-dire que pour n'importe quel triplet x, y, z, il existe un chemin simple qui va de x à y et qui passe par z. Très bien, donc je fixe trois sommets x, y et z. Alors, je vais déjà me donner un chemin entre x et z. D'accord? Ce chemin, il existe puisque le graphe est connexe. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais me donner deux chemins entre z et y. Alors, pourquoi j'en prends deux z? Alors, imaginons que j'ai un chemin comme ça entre z et y. À ce moment-là, j'ai terminé mon travail puisque j'ai bien un chemin qui va de x à y et qui passe par z.
D'accord? Donc l'existence d'un chemin entre Z et Y peut permettre de conclure rapidement. Le problème, c'est que dans le cas général, ça ne se passe pas comme ça. C'est que le chemin qui va de Z à Y, il peut être plus ou moins tortueux. Et il peut notamment revenir couper le premier chemin. Et à ce moment-là, ça ne me fait plus un chemin qui va de X à Y en passant par Z, un chemin simple qui va de X à Y en passant par Z. Très bien. Et c'est pour ça que je vais prendre un autre chemin qui va aller de Z à Y. Je sais qu'il en existe deux, au moins deux. D'accord? Et ce que je sais, qui est plus important, c'est que ce sont deux chemins qui sont disjoints, d'intérieur disjoints. Donc les sommets intermédiaires entre le chemin rouge ici et le chemin orange ici, je sais forcément qu'il n'y a pas de sommet en commun dans les sommets intermédiaires. Très bien. Et alors maintenant, je vais m'intéresser tout simplement à un sommet particulier, ici. Je vais prendre le premier sommet ici qui va se couper ici. Et en fait, de ce sommet-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que je vais aller de X à ce sommet-là. Je vais prendre le chemin rouge ici, qui ne coupe pas le sommet orange par définition, jusqu'à Z. Puis je vais prendre le chemin orange, qui ne coupe pas le chemin rouge ici, et je vais aller jusqu'à Y. Et j'aurai bien un chemin simple qui va de X à Y en passant par Z. Alors ça, c'est le cas général. Après, il faudrait distinguer le cas où ce sommet-là coïncide tout simplement avec Z ou avec Y, mais peu importe, c'est relativement facile à faire. L'idée principale est donnée sur cet exemple-là. Alors maintenant, on va s'intéresser au dernier cas, le cas qui établit la relation donc, entre la définition 2, l'absence de point d'articulation, et puis la définition 3. Très bien. Alors, pour faire ceci, on va procéder comme suit. On va d'abord se donner deux sommets XY. D'accord? L'objectif est de montrer que pour tout XY, on a bien deux chemins d'intérieur disjoints qui les relient. Très bien. Donc, je fixe X et Y et je veux montrer qu'il existe bien deux chemins simples d'intérieur disjoints. Alors, le premier cas, alors je vais déjà supposer que XY n'appartient pas à grand A. Pourquoi? Parce que si XY appartient à grand A, c'est terminé, puisque de toute façon, n'importe quel chemin entre X et Y, enfin disons que le chemin constitué de l'unique arête entre X et Y est un chemin d'intérieur vide. Donc je peux le prendre plusieurs fois et leurs intérieurs, à plusieurs fois la même occurrence des mêmes chemins, ont bien une intersection vide, et donc ils ont bien des intérieurs disjoints, d'accord? Et du coup, j'aurai bien mon résultat. Donc le cas difficile, c'est de supposer que X et Y n'appartient pas à grand A. Très bien. Alors maintenant, je veux essayer de montrer que j'ai bien au moins deux chemins simples d'intérieur disjoints qui vont relier X à Y. Alors pour le faire, je vais me donner l'ensemble UX suivant. UX, c'est l'ensemble des sommets Z tels que il existe au moins deux chemins d'intérieur disjoints de X à Z. Ok? Et ce que j'aimerais montrer, en fait, c'est que Y appartient à UX. Ok? C'est donc l'objectif. Il faut montrer que Y appartient à UX. Alors pour faire ça, eh bien, je vais me choisir un sommet particulier dans UX. Je vais dire, on va choisir T appartient à UX, donc un chemin pour lequel il y a un sommet pour lequel il y a au moins deux chemins simples d'intérieur disjoints qui vont de X à T, d'accord, tel que la distance d'un plus court chemin entre T, le sommet que je choisis, et Y, le sommet sur lequel j'aimerais bien arriver un jour, est minimale. Je le prends de manière à minimiser cette distance-là. Alors, je vais faire un dessin. D'accord? J'ai donc mon sommet X. Je sais que de X à T, j'ai au moins deux chemins, un chemin ρ, un chemin ρ', d'intérieur disjoint qui vont jusque-là. Je sais aussi qu'il y a un plus court chemin qui va de T à Y. On va appeler ce chemin le chemin mu. D'accord? Et c'est un PCC ici, c'est un plus court chemin entre T et Y. Très bien. Alors, au passage, pourquoi est-ce que UX est non vide? Puisque je me dis au début, je vais choisir un T qui appartient à UX. Alors, je ne l'ai pas dit, mais
Si UX est non vide, c'est parce que G est connexe. Et donc j'ai au moins des transitions qui partent de X. Au moins une transition. OK. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux utiliser comme hypothèse? Qu'est-ce que je vais essayer de trouver pour montrer que ma preuve ne tient pas, pour arriver à une contradiction? C'est ma preuve tient, c'est plutôt les hypothèses qui vont amener à une contradiction. Ça va être en fait, je vais essayer de montrer que je peux trouver un sommet qui appartient aussi à UX, donc pour lequel il y a deux chemins depuis X, et qui est plus proche de Y que T. Et comme j'ai choisi T de manière à minimiser la distance d'un plus court chemin entre T et Y, eh bien j'aurai une contradiction. Alors qu'est-ce que je n'ai pas encore utilisé comme hypothèse? Eh bien en fait c'est ma définition de départ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point d'articulation. Et donc en particulier, ça signifie que T n'est pas un point d'articulation. Alors, ça, c'est une hypothèse importante. Parce que si jamais T n'est pas un point d'articulation, ça veut dire que je sais, ça veut dire qu'il existe un chemin entre Y et Z qui ne passe pas par T. Entre X et Y, pardon, qui ne passe pas par T. J'ai donc un nouveau chemin que je n'ai pas encore regardé. Ce chemin, il va relier X à Y, et bien sûr, il peut faire des tas de trucs. Il peut couper plusieurs fois les chemins que j'avais regardés jusqu'à maintenant. Donc les chemins ρ, ρ' et mu. Si bien sûr, il n'intersecte pas, si le chemin noir n'intersecte aucun des autres chemins, vous voyez tout de suite, j'ai trouvé en fait que Y appartenait à UX. D'accord? Donc je me situe tout de suite dans le cas, encore une fois, un petit peu difficile, où j'ai ça. D'accord? Alors, je vais maintenant prendre le sommet T', je vais l'appeler T' ici. Ça va être le sommet qui va être distinct de T, qui va être le long du chemin noir, là, que je vais appeler le chemin pi, le long de pi, qui va être le plus près du sommet petit x, et qui est aussi sur le chemin mu. D'accord? Donc c'est ce point-là ici sur le dessin. Je veux qu'il soit sur le PCC entre T et Y, et je veux qu'il soit le plus proche de X, le plus proche du côté de X. Très bien. Et puis je vais prendre en fait le sommet X', d'accord, qui va être le plus loin de X sur un des chemins ρ ou ρ'P, peu importe, et qui est aussi sur pi. D'accord. Alors, notez bien que ces deux sommets-là, T' et X', existent bien. C'est-à-dire que si jamais il n'y avait pas tout à fait les intersections que j'ai représentées sur le dessin, eh bien je sais que T', au pire, ce serait Y, d'accord? Parce que Y appartient bien à... Il est bien distinct de T, il appartient bien à pi, il appartient bien à mu. Et puis X', eh bien au pire, ce serait petit x. Il appartient bien à ρ et à ρ', et puis il appartient bien aussi à pi. D'accord? Donc je vais les définir comme ça. Et maintenant, en fait, je vais avoir une propriété intéressante. C'est que je viens de montrer, en fait, que le sommet, là, T', il appartient bien à UX. Pourquoi est-ce qu'il appartient bien à UX? Eh bien, en fait, je peux tout à fait prendre ce chemin-là, ok, et puis en même temps, je peux aussi passer par le chemin d'avant. Et là, je viens de montrer, donc j'avais un sommet T', d'accord, qui va appartenir à UX. Et qu'est-ce que je sais aussi? C'est que T' est plus proche de Y que T. Et donc, je viens de montrer un sommet de UX qui minimise encore plus que Y la distance par rapport que T, qui minimise encore plus la distance à Y que T. Très bien, et donc j'ai trouvé bien une contradiction. Je viens de montrer que, en fait, mon choix de T n'était pas bon. Ok, et donc on vient de montrer que 2 implique 3. Qu'est-ce que nous avons montré? Nous avons montré que 1 était équivalent à 2, que 2 impliquait 3, que 3 impliquait 4 et que 4 impliquait 2. On a donc terminé et montré l'équivalence entre ces 4 définitions de connexité. On va pouvoir s'intéresser dans la vidéo suivante à la manière, enfin aux propriétés des composantes de connexe et à la recherche des points d'articulation.